Dr. Ngoran and others on this topic of the emerging challenges and opportunities in West African aquaculture in the context of Côte d'Ivoire over the last few years. And we, at the moment, fish farmers in this area are facing multiple challenges from a destabilizing climate. But also they are, because of this, they're already practicing out of necessity many different ways to increase their resilience to these changes and to adapt to the new conditions on the ground. And while they're doing this, new opportunities for the use of aquaculture and fish farming in different interesting contexts have emerged. And we'll be discussing those as well as the challenges facing West African fish farmers in this session today. We hope to have English translation as well for this mainly French presented session, but we're having difficulties getting it worked out. So while we work on that, please be patient. In the meantime, this session will be presented in French by my colleague and friend, Dr. Rachel Kumi, who will be presenting the speakers today in this session. Thank you very much. And I'll send it over to you, Dr. Kumi. Merci beaucoup, Monsieur Ruth, Ozerich. Merci, chers panélistes. Merci, chers tous. Merci d'être présents ce matin sur le panel. Et je vous présente les membres du panel. Nous avons le directeur de l'aquaculture, Dr. Enes Kwaku, qui se fait représenter ce matin par son collaborateur direct, M. Guépier Stéphane, qui travaille au ministère de Ressources animales et halieutiques, un collaborateur direct qui a de longues années de pratique du secteur aquacole en Côte d'Ivoire. Après M. Guépier, nous avons la présence du professeur Dacosta Sebastiano. Le professeur Dacosta, il est chevalier de l'Ordre national et directeur de recherche au Centre national de recherche agronomique. Il est président de l'ONG Aquaculture for All. Il est responsable du laboratoire de ichthyologie et de conservation des jeunes de poissons. Merci, professeur, pour votre présence dans ce panel et nous sommes très honorés d'être à côté de vous ce matin. Merci. Après le professeur Dacosta, nous avons M. Milan Augustin. Milan Augustin est notre pisciculteur modèle qui a accepté de participer à ce panel. Il est le président de la Société coopérative des aquaculteurs de la BIA au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Sud-Comoué. M. Milan a hérité des terres de son père et comme il y avait un cours d'eau qui traversait ces terres et qu'il était passionné de pisciculture, M. Milan s'est inscrit à une formation d'aménagiste. Il a fait lui-même ses étangs. Petit à petit, il a fait plusieurs formations, plusieurs programmes du ministère et des partenaires nationaux et internationaux en pisciculture. Et aujourd'hui, il est un grand pisciculteur. Il sillonne la Côte d'Ivoire pour aider d'autres pisciculteurs à améliorer leur production et il est le président des pisciculteurs de sa région. Monsieur Milan, nous vous remercions d'être à nos côtés ce matin pour partager votre expérience avec nous. Après M. Milan, nous avons Dr. Diakité Ngoran Rose. Elle nous vient de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Elle est chercheuse spécialisée en parasitologie et écologie parasitaire. Elle est du laboratoire biologie et santé de l'UFR Biosciences de la dite université. Et le Dr. Ngoran Diakité travaille sur la schistosomiose, les mollusques ocres et la distribution de la maladie dans la Côte d'Ivoire. Elle a sillonné les villes et villages de la Côte d'Ivoire et elle est bien placée pour nous entretenir sur cette maladie d'origine hydrique. Merci, docteur, d'être avec nous ce matin dans ce panel. Et moi, c'est Dr. Koumi Rachel. Je suis chercheur au département aquaculture du Centre de recherche océanologique et je suis très heureuse d'être à votre côté ce matin pour échanger avec vous. Donc, pour le programme, je vais faire une introduction sur les chaînes de valeur et niveau de production sur l'aquaculture. Après moi, ce sont les effets du changement climatique sur l'activité piscicole, solutions d'atténuation et adaptation, présentées par notre pisciculteur modèle, M. Milan Augustin. Par la suite, nous avons la présentation sur le potentiel de la pisciculture dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique dans les régions endémiques, présentée par Dr. Ngoran Diakité. Après elle, nous aurons l'état actuel de la génétique dans l'aquaculture ivoirienne et son rôle dans la résilience climatique, présenté par le professeur Dacosta Sebastiano.
Et après, nous aurons la présentation de la solution et des stratégies proposées par le ministère pour résoudre les défis de l'aquaculture liés au changement climatique. Ensuite, nous aurons M. Milan, notre pisciculteur modèle, qui reprendra la parole pour nous dire ce qu'il pense des propositions, des questions-réponses, et ensuite, nous ferons ensemble une conclusion. Alors, pour ma petite introduction sur les chaînes de valeur et niveau de production aquacole de l'aquaculture, je vais d'abord situer le cadre. La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest d'une superficie totale de 322 463 km², une superficie en eau continentale de 318 003 km², une façade maritime de 560 km² parce que nous sommes situés sur la côte de l'océan. La Côte d'Ivoire, c'est représenté en vert sur la carte de l'Afrique, sur le globe terrestre, et c'est 22 671 331 habitants, avec 31 régions, dont 2 districts autonomes, la capitale Abidjan et la capitale économique Ayam-Sokro. Vous avez la carte du réseau hydrographique de la Côte d'Ivoire sur cette diapo. Vous allez voir toutes les couleurs que vous pouvez voir sur la carte représentent des cours d'eau, des fleuves, des lagunes et des lacs. La Côte d'Ivoire est beaucoup arrosée. Il y a des cours d'eau sur toute l'étendue du territoire. Et dans le sud, nous avons encore l'avantage d'avoir un dense réseau de lagunes. Et pour cette raison, la pisciculture est pratiquée sur toute l'étendue du territoire parce qu'il y a de l'eau. Et la pisciculture en Côte d'Ivoire se fait en eau continentale. Nous avons 4 saisons et une grande saison sèche, une grande saison des pluies, une petite saison sèche, une petite saison des pluies. Mais avec les modifications, les changements météorologiques et climatiques, il est difficile aujourd'hui de définir les périodes des saisons. Et le tableau que vous avez, c'est les périodes des saisons et les niveaux de précipitation dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et nous qui habitons le sud, nous savons qu'il y a beaucoup de modifications. Par exemple, cette année, en mai, les pluies n'ont pas commencé. D'habitude, en mai, on a de grandes pluies. Toute une semaine, il peut pleuvoir 5 jours sur 7. Et les 2 autres jours, nous sommes de fines pluies. Mais cette année, en mai, les pluies étaient rares. Les pluies ont plutôt commencé en juin. Et la météo nous annonce de fortes pluies de la période de juin en août, avec des précipitations supérieures à 800 mm. Et pourtant, en août, d'habitude, nous avons des fines pluies. Comme modification que nous constatons aussi, il peut pleuvoir toute l'année. De sorte qu'il est difficile de savoir si nous sommes en saison de pluie ou en saison sèche. Une autre modification que nous avons pu constater ces dernières années aussi, c'est que lorsqu'il pleut, les pluies sont hyper abondantes et lorsqu'il fait chaud, la chaleur est très forte et pratiquement insupportable. Donc, c'est pour aborder un peu les changements que nous pouvons observer déjà dans le sud. Et ces niveaux de manifestation des changements vont varier qu'on soit dans le sud, dans le nord, le centre, l'est ou l'ouest. Je vous ai présenté aussi la zone agroclimatique de la Côte d'Ivoire pour comprendre un peu comment se présente la distribution du climat, la végétation et autres. Vous allez voir que le sud, c'est une zone beaucoup plus forestière avec de fortes précipitations. Et plus on monte vers le nord, on a de très faibles précipitations. Et donc, ces conditions naturelles-là vont influencer aussi les changements observés au niveau du climat. Pour revenir à l'aquaculture, elle a été introduite en 1940 avec la colonisation. C'est essentiellement de la pisciculture en Côte d'Ivoire, pratiquée en étang. Au début, c'était sur les plantations des agriculteurs parce qu'ils avaient des cours d'eau, comme vous avez vu sur la carte, et c'était pour leur aider à avoir de poissons, de la protéine animale de qualité pour leur consommation personnelle. En ce moment, c'était le Tilapia Oreocomus nauticus qui avait été choisi comme espèce principale. Et ensuite, on a eu l'implantation de la pisciculture en milieu rural, en milieu lagunaire, la régionalisation de l'activité avec plusieurs projets. Et les régions pilotes étaient les régions de l'ouest, du moyen Pomoué, du nord et le centre nord-ouest. Et après, on a eu la création de fermes piscicoles privées dans plusieurs régions. Il y a eu la diversification des espèces. En plus de Oreocomus nauticus, il y a Oreocomus aureus qui s'est ajouté, Chrysichus nigrodigitatus et Deobronchus longifilus. L'installation de stations d'alévinage public et puis des structures d'appui à la recherche piscicole. Et il y a eu plusieurs agents techniques qui ont été formés et répartis sur l'étendue du territoire pour soutenir l'activité piscicole.
Et après, vers les années 90, on est passé beaucoup plus à de l'installation de fermes commerciales. Il fallait maintenant produire pour donner une quantité suffisante de poissons sur le marché pour rendre les pisciculteurs autonomes et puis pour contribuer à la sécurité alimentaire en protéines animales. Et on a suivi la promotion de l'aquaculture lagunaire pour mettre à profit le dense réseau lagunaire et puis la création de plusieurs fermes piscicoles privées, publiques, parapubliques dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'en est suivi une bonne connaissance des techniques d'élevage sur l'étendue du territoire et puis la mise en œuvre de nombreux programmes scientifiques de recherche sur les poissons et leur nutrition. Et toutes ces actions ont été menées par des projets internationaux tels que le PNUD, la FAO, des partenaires étrangers tels que la Belgique et puis aussi par le ministère des Ressources animales et halieutiques de la Côte d'Ivoire. Ces dernières années, après la crise politique en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs autres programmes, mais cette fois-ci, ce sont des programmes de développement de l'aquaculture qui ont été déployés tout le long de la filière. Et l'objectif était d'augmenter la production et puis de rendre les pisciculteurs autonomes et puis de contribuer vraiment à la disponibilité de poissons sur le marché ivoirien. Donc, je les ai listés dans le cadre Orange, mais je ne vais pas tous les citer, je vais retenir deux. La politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, le PONADEPA 2022-2026, piloté par le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui vise 700 000 emplois directs dans l'aquaculture. Et puis, nous avons le deuxième, qui est le programme stratégique de transformation de l'aquaculture, le PSTACI, qui vise 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030. Il faut y croire parce que la Côte d'Ivoire en a besoin pour être autonome et la création d'emplois est facteur de développement. Cependant, aujourd'hui, avec les différents panélistes, vous allez comprendre que nous devons conjuguer ces projections avec les effets du changement climatique et les maladies hydriques qui peuvent accompagner ce déploiement-là. Au niveau des acteurs de la filière, la pisciculture a cet avantage-là d'impliquer plusieurs acteurs. Nous avons des aménagistes qui vont construire les fermes, creuser les étangs, installer le matériel de production. On a des importateurs de matériel et équipements parce que tout le matériel n'est pas disponible sur place. Après, il y aura les réseaux de distribution, les conseils et suivi de fermes piscicoles. On a les pisciculteurs qui vont grossir les poissons, qui vont donner aux grossistes, qui vont donner aux commerçants, qui vont donner à des distributeurs. Il y aura des chauffeurs, il y a toute une chaîne qui va se développer au niveau de la distribution du poisson. On a aussi les concepteurs de filets et appâts, les distributeurs d'aliments, les importateurs d'aliments, parce que la majorité de l'aliment utilisé en pisciculture et en Côte d'Ivoire est importé. On a des cabinets de formation, des partenaires financiers. De plus en plus, les microfinances et les banques sont en train de s'intéresser à l'activité piscicole. On a les ministères, dont le ministère de tutelle, le ministère des Ressources animales et halieutiques, les ministères des eaux et forêts et de l'environnement qui sont impliqués plus ou moins dans la pisciculture. On a les provendiers qui vont nous mettre à disposition les matières premières pour la fabrication des aliments, les encadreurs techniques, les universités et centres de recherche, les ONG et associations, les agences de développement. Il est difficile de lister tous les acteurs qui rentrent dans la chaîne de valeur de la pisciculture sur une diapo ou même de les présenter comme ça dans une présentation pour dire que la chaîne de valeur est très dense et très vaste. Au niveau des espèces élevées, le tilapia Rocomus nauticus est en tête avec 79% des pisciculteurs qui élèvent cette espèce, suivi de Clarias darepinus 11%, Heterotis nauticus 10%, et puis nous avons Heterocontus longifilus et Chrysichis nigrodatis sur 0,7% de femmes. Et dans les échanges, on pourra discuter de pourquoi les autres espèces sont très peu élevées. La pisciculture en Côte d'Ivoire se pratique en étang barrage et en barrage. Les étangs vont être alimentés en eau par des barrages. Les barrages, ce sont des cours d'eau qui vont être déviés. Ce sont des nappes phréatiques, l'eau des nappes phréatiques qui vont être stockées à l'intérieur de barrages qui vont être construits pour alimenter les différents étangs. Et puis après, on a les bassins en béton dans lesquels les pisciculteurs font en général la reproduction, les cages flottantes qu'ils vont installer directement dans les lacs ou bien dans les lacs naturels ou artificiels ou dans des barrages un peu plus profonds
On a les appâts que les pisciculteurs vont installer directement dans les étangs pour contrôler les effectifs et puis accélérer la croissance. On a des cages fixes que les pisciculteurs vont installer directement dans un cours d'eau qui passe. Et puis, on a les bassins hors sol qui ont fait leur entrée dans l'élevage en Côte d'Ivoire depuis 2017. Donc, le barrage ici, j'ai mis un point d'honneur parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le barrage, c'est une modification du circuit de l'eau, un déplacement de l'eau. Ça peut être accompagné de maladies hydriques, ça peut être aussi modifier la biodiversité, ça peut avoir des influences. Et dans les présentations qui suivent, vous verrez qu'on peut aussi utiliser les barrages pour combattre les maladies hydriques. Au niveau des données de production, toujours, c'est une superficie totale de 750 hectares en eau qui est utilisée pour la pisciculture selon les statistiques de 2014. 1617 pisciculteurs en Côte d'Ivoire. Ce nombre-là, aujourd'hui, c'était 2016. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si ça a diminué ou ça a augmenté parce qu'il y a des fermes qui se créent. Il y a des fermes aussi qui se ferment. La principale raison des fermes qui se ferment, c'est que souvent, ils n'ont plus d'eau. Ou bien il y a eu des inondations qui ont emporté les fermes, ils n'ont pas repris. Ou bien ils ont des problèmes financiers pour continuer l'activité. Ou bien des fois aussi, c'est des problèmes d'héritage. Le promoteur est parti et les descendants n'ont pas trouvé important de continuer l'activité. Nous avons aussi des écloseries, dont 13, dont des écloseries de l'État, et puis des écloseries privées, et le CNRA qui a une écloserie aussi pour fournir des alevins de qualité aux pisciculteurs. Au niveau de la production, de 2008 à 2011, sur la première figure, la production a beaucoup augmenté. On s'est retrouvé à 3500 tonnes de poissons de pisciculture par an. Par contre, de 2013 à 2017, la production s'est stabilisée à 4500 tonnes. En 2022, lorsque nous consultons le site de la FAO, la production en 2019 est de 4500 tonnes également. La Côte d'Ivoire importe énormément de poissons pour ses besoins. Les chiffres parlent de 500 000 tonnes, un peu plus de 500 000 tonnes par an. Et ce qui est plus difficile, c'est que le tilapia, même qu'on élève en Côte d'Ivoire, est importé à hauteur de 43 000 tonnes par an pour les besoins de la consommation. Lorsqu'on regarde les besoins de la population de 616 356 tonnes par an, la production des pêches 110 028 tonnes par an, la production piscicole 4 500 tonnes par an, on comprend très bien le besoin d'augmenter la pisciculture et l'aquaculture, la production piscicole en Côte d'Ivoire. Cependant, dans les présentations qui vont suivre, vous allez comprendre qu'on doit conjuguer avec le besoin d'augmenter la production les maladies hydriques et le changement climatique, avec pour une meilleure gestion de la production. Cependant, il y a des défis. Moi, j'ai relevé quelques défis. Et, par exemple, la production d'alevins de qualité et en quantité pour la mise à disposition des pisciculteurs, la production d'aliments locaux de qualité et en quantité, le renforcement des capacités des producteurs, le renforcement des investissements privés et publics aussi, et puis le respect des mesures réglementaires. Mais les autres panélistes, je suis sûre aussi, ont noté des difficultés et ils pourront compléter cette liste. Voilà, ainsi introduit le panel de ce jour. Et nous allons maintenant passer à la présentation de notre pisciculteur modèle, M. Milan Augustin. M. Milan Augustin, vous avez la parole. Bonjour docteur, bonjour à tous. Je suis Milan Augustin, président de la société coopérative Aquador. Moi, je vais sur les effets du changement climatique sur l'activité piscicole, les solutions d'atténuation et d'atténuation. Pour ma présentation, je vais vous présenter comme plan une introduction et les problèmes liés au changement climatique, les impacts sur nous, les acteurs, la filière, les solutions que nous mettons en place pour éviter les saisons utilisées et les solutions que nous souhaitons. Alors, ces dernières années, nous avons observé une forte variation au niveau des températures ou aussi des conditions météorologiques, ce qui a fait que nous avons été passés dans une situation difficile face à cette variante de température. Et cela, nous avons ressenti cela fortement dans notre activité et par trois problèmes majeurs. Au niveau de la multiplication des saisons,
et la rareté des pluies, aussi l'abondance des pluies. Ce qui a fait que nous avons plus été touchés, c'est qu'au niveau du décalage des saisons, ça a créé certaines modifications au niveau des matières premières. Parce qu'il faut reconnaître que l'agriculture et l'aquaculture sont parfois liées, vu que c'est des ingrédients de matières premières qui nous sont souvent pour les pisciculteurs qui fabriquent eux-mêmes l'alimentation dans des zones où vous n'arrivez pas à avoir l'aliment importé. Bien que ça coûte cher, mais aussi nous essayons de fabriquer nos propres aliments. Et cela, le décalage des saisons fait que nous n'arrivons pas vraiment à être constant dans les démarches de fabrication d'aliments et d'autres aspects sont venus à suite de cette présentation. Et il faut dire aussi que l'irrégularité des techniques fait aussi que souvent il y a des perturbations. Il y a des perturbations dans notre activité à cause des pluies, parce que c'est ce qui permet de pouvoir programmer une production. Nous avons souvent recours à la pluie à cause de certains problèmes que nous rencontrons sur nos fermes. Ceux qui utilisent, qui attendent la pluie pour empoisonner leurs étangs, pour commencer leur activité, sont souvent bloqués par ce fait-là, de l'irrégularité des pluies. Aussi, souvent même, ce n'est pas seulement l'irrégularité, mais l'absence totale de pluie. Parce que l'irrégularité, ça fait que souvent on arrive à commencer un cycle, mais on n'arrive pas à pouvoir avoir toujours de bonne quantité de bois. Mais l'absence de pluie aussi est un facteur aussi que nous avons remarqué. Et ce qui fait que dans les étangs, souvent, nous constatons différents problèmes sur plusieurs niveaux. Parce que souvent, en étang, cela est dû face à la réalité des pluies, qui fait qu'au niveau des étangs, l'eau reste toujours constante et ne fait que baisser parce qu'il y a aussi l'évaporation lorsque les pluies ne viennent pas, qui continue et nous perdons à chaque fois en quantité d'eau. Ce qui fait que les poissons sont à même niveau à 50 à 60 cm dans 50 à 60 cm du sol. Et cela occasionne des mortalités en étang. En lac aussi, ceux qui utilisent des lacs, comme les lagunes, sont aussi victimes de cela. Parce que dans ce système de réalité des pluies, il y a ce qu'on appelle le mouvement des eaux. Et ce qui fait que la base remonte. Cela aussi pose des fortes mortalités en cage. Et ces mortalités sont répétées à chaque fois. Donc, nous avons ce souci-là qui fatigue. Et comme le docteur nous l'avait expliqué, au niveau de la zone de notre pays, dans certaines zones, nous avons des zones eux-mêmes de façon naturelle avec quelques difficultés de pluie, c'est-à-dire quelques difficultés d'eau. Mais malgré ça, l'activité était contrôlée, maîtrisée, parce qu'on arrivait vraiment à maîtriser la pluie, on savait à quel moment la pluie venait, on avait le temps de s'apprêter pour pouvoir faire notre activité. Mais dans ces zones-là, je dis, mais cette sécheresse-là fait que c'est devenu accru, quelque chose. Parce que cette réalité d'eau fait que les étangs même sèchent complètement. On n'a pas assez d'eau pour pouvoir remplir les étangs, pour pouvoir programmer sa vente et mettre des poissons en eau, ensuite de faire un cycle. Aussi, ceux qui utilisent les barrages, les retenues, qui peuvent servir souvent pour la population du bétail, aussi servir pour la pisciculture, sont victimes aussi. Car c'est le barrage qui permet de pouvoir alimenter les étangs qui sont en aval. Mais on remarque qu'à cause de la réalité des pluies, ce barrage-là arrive. Donc, il y a difficulté, il y a problème. Donc, ça veut dire que tous les étangs qui sont en aval sont obligés de s'arrêter. Il arrête totalement de l'activité. Et vraiment, la réalité des pluies a un effet vraiment conséquent. Il faut d'abord qu'on parle souvent de la réalité des pluies aussi. Parce que souvent, la pluie vient. Mais quand elle vient de façon abondante. Un peu tôt, et on n'arrive pas à maîtriser. Elle peut venir, elle peut durer toute une journée. Et ce qui fait aussi, ça provoque ce qu'on appelle l'inondation parce qu'on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à une pluie, on laisse nos tuyaux ouverts. Mais quand ça vient de façon abondante et de façon démesurée, comme on peut le dire. Et vous voyez sur la photo, ça a débordé la digue. Et quand c'est ainsi, nous restons là, perplexes à regarder. Parce que là, tout ce que nous avons mis dans les étangs sont immergés et tout va partir. Et souvent, tellement ça dure toute une journée, on constate qu'au fur et à mesure que l'eau traverse la digue, ça fragilise et même ça emporte la digue complètement. Sur la photo, vous voyez le matériel
les cages fixes. Soit le visiteur avait mis ce poisson qu'il devait prendre dans la semaine ou dans le mois, il avait prêté cela qu'il devait vendre. Mais constatez, tout est parti. À force de. Donc, tellement que la pluie a duré, ça a emporté la dîme, le matériel, le poisson, tout. Et on répond tout à zéro. On à zéro parce qu'on n'arrive pas à vraiment analyser. Là, c'est vraiment triste parce que quand nous sommes petits de cela, vraiment, on est là, nous sommes là à côté, mais on ne peut rien faire. On ne fait que regarder. On ne peut pas aller sur l'eau avec une pirogue parce qu'on ne sait pas prêter. En conséquence, ce n'est pas la pêche, c'est la culture. Donc, on est là, on regarde, mais tout notre effectif, tout ce qu'on a préparé, pas comme ça sur nos yeux, sans qu'on puisse, on en fait quelque chose. Et on essaie même, pendant qu'on est en train de subir cela, on essaie d'apporter des solutions, on envoie des sacs, on met c'est bien. Ça fait une journée totale, c'est bien, tu ne vois pas que tu ne peux rien faire. Et sur tes yeux, tu vois tous tes investissements partis. Quand toi, tes yeux, tu vois, tu ne peux rien faire, il n'y a pas d'aide, rien, tout part. Et c'est difficile vraiment de se lever, de prendre tout à zéro. Le consul a dit, faire appel à un aménagiste, si vraiment tu as les moyens de pouvoir payer cette prestation. Et vraiment, c'est tout le travail d'une année. Tu passes sous tes yeux, quoi, tu ne peux rien faire, tu ne fais que le constater. Bon. Et je peux dire aussi, dans ce sens-là, comme je le disais, on essaie de trouver des solutions. Mais souvent, c'est des solutions qui sont ponctuelles, qui sont là. On le fait parce qu'on est en train de regarder quelque chose, de se dégrader, on ne peut rien faire. Mais ensemble, quand ça passe, on se dit, bon, ici, nous sommes souvent en coopérative, nous sommes en groupement. On se dit, pourquoi ne pas mutualiser, faire partager les difficultés qu'on a rencontrées et puis mettre en place des solutions. Alors, ce que nous-mêmes pouvons mettre en place pour pouvoir éviter pendant que le mal ce qui peut nous arriver. Donc, ça fait qu'on a pu installer une canalisation autour des étangs pour pouvoir maîtriser la quantité d'eau qui vient. Après, on ne saura pas quelle est la quantité qu'on fait pour venir et on redimensionne nos étangs. On fait de grands étangs jusqu'à ce que l'étang soit plein à déborder. Au moins, on puisse être là et sur les paysans pour pouvoir apporter des solutions. Et on construit sur des types de grandes bases. De grandes bases, de sorte à ce que vraiment la type puisse résister vraiment à cette forte pluie avec de grands courants. On met aussi souvent ceux qui n'ont pas cette possibilité, on met des grillages autour des étangs qui permettent de pouvoir bloquer, c'est-à-dire les gros poissons qui sont déjà à maturité, qui sont prêts à la vente. Et c'est vrai, on va perdre dans les étangs qui sont petits parce que tout va passer ça passe à travers le mail, le grillage, mais au moins on essaie de garder quelque chose au moins après ces 14 ans, et puis avoir un peu d'argent pour pouvoir continuer. Et ce qui fait, au niveau des pisciculteurs, on essaie d'élaborer des stratégies, faire face dans d'autres zones, un peu, je dis, au niveau du nord, de l'est, un peu vers avant lorsque nous avons la réalité des pluies, de dimensionner aussi les étangs de sorte à pouvoir consommer assez d'eau. Assez d'eau pour pouvoir, c'est-à-dire lorsque les pluies vont pas venir, l'évaporation qui va durer, pouvoir au moins nous permettre de pouvoir garder un peu d'eau et faire vivre nos prochains temps sans peu. De sorte à ce que lorsque on n'aime plus par hasard, on continue l'activité. Nous qui avons aussi des grandes retenues d'eau, pouvoir alimenter nos étangs. Et ces grandes retenues d'eau-là, baissent au fur et à mesure, mais au moins, une fois qu'on constate qu'on peut plus alimenter nos étangs, on ramène les poissons dans la retenue, sur la quantité. Nous utilisons aussi le forage pour nos barrages en quelque sorte et des étangs. Si nous avons commencé à changer de technique par la pratique du hors-sol, qui consiste à faire l'élevage de façon passée, c'est-à-dire sur un système qui n'est pas forcément lié à un public, vraiment avec le forage, et souvent même au tableau de robinet, nous essayons de développer les produits utilisés pour que cette eau-là soit faire l'activité. Et nous apprenons au fur et à mesure sur cette pratique qui pourrait vraiment être un modèle d'innovation dans la production. Et face à tout ça, nous avons constaté qu'il y a une absence d'assistance. Les pisciculteurs qui sont victimes de ce drame, de ce changement climatique. Et nous avons souhaité que
au niveau de notre ministère, nos autorités, il y a une assurance, quelque chose qui pourrait venir en aide aux pisciculteurs lorsque nous faisons face à ça. Nous avons vu ici, lorsqu'on a eu la crise du Covid, les gens ont voté aide. Nous avons bénéficié d'une aide dans notre ministère et cela a fait beaucoup plaisir. Mais la Covid est en train de passer, mais le problème du changement climatique continue. Et si nous n'avons pas vraiment, nous n'avons pas d'assurance d'aide, comment ça sera difficile en plus, comment se retrouve à chaque fois qu'on a ça. Et si définir un mécanisme d'imagination sinistre, de sorte à ce que lorsque le distributeur qui est petit Islam puisse vraiment se diriger vers une structure, soit un cabinet, mis en place par forme de prix pour expliquer, faire connaître ces difficultés afin qu'on mieux vienne en aide, quelque sorte. Aussi, le plus important, c'est pas de venir toujours aider lorsque nous sommes face à ces difficultés-là. Mais trouver un itinéraire technique qui pourra nous aussi être mis à notre disposition pour qu'on puisse déjà commencer à prendre les dispositions. Parce qu'on ne va pas rester tout le temps là à aller demander. L'État fait sa part, mais nous aussi, en tant que tuteur, on doit apprendre, comme elle a appris dans une difficulté, à essayer de surmonter nos difficultés lorsque nous sommes dans nos activités. Donc, avec une technique pour apprendre à se préserver, à prévenir lorsque nous sommes face à cette difficulté. Donc, une technique, ça c'est intéressant. Et voir que nous voulons produire la demande la plus forte au niveau de notre pays en termes de produits halieutiques, nous devons vraiment être un peu accompagnés par notre soit par d'autres partenaires techniques au niveau national comme international. Nous puissions aussi ce challenge. Et moi, je vous remercie et vraiment, je sais qu'on pourra vraiment faire quelque chose pour vraiment les personnes soient à l'espoir. Merci beaucoup. Merci, M. Milan, pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer à l'intervention du docteur Diakité Goran Rose, qui va nous entretenir sur le potentiel de la pisciculture dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique dans les régions endémiques. Docteur, vous avez la parole. Pardon, doctor. Merci, sorry. Just to say, our host, Bosiswa, Madame Bosiswa, we're trying to get our interpreter into the room and assigned as an interpreter. Could you please help us with this via the chat? Thank you. Merci, Dr. Rose. Pardon. Merci. Bonjour et merci à tous les participants du stream qui nous suivent ce matin. Nous parlerons du potentiel de la pisciculture dans la lutte contre les maladies d'origine hydrique dans les régions endémiques. En introduction, nous savons que l'eau est une ressource essentielle à la vie. L'eau permet de satisfaire aux besoins vitaux de l'homme. L'eau est indispensable pour les activités agricoles, énergétiques, la production halieutique, l'alimentation, la nutrition et aussi l'économie. Après les grandes sécheresses des années 70-80, on a assisté à l'intensification de création de grands et petits barrages dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, on a vu la réalisation de plus de 500 petits barrages ont été réalisés dans les régions du Nord et du Centre, justement pour pallier à ce déficit hydrique-là. Malheureusement, on dira l'eau est source de vie, mais elle est aussi source de pathogènes, de diverses maladies hydriques. Dr. Rose?
Ruth? Ruth, oui, on vient de perdre Dr. Diakité. Je ne sais pas si on patiente ou bien si on passe à la présentation du projet d'Acosta pour la reprogrammer plus tard. Ruth, can you hear me? I can, yes. Oh, she's back. You're muted, Ruth. Yes, professeur d'Acosta, vous nous entendez? Professeur d'Acosta, oui, je vous entends. Il y a Dr. Diakité Rose qui est déconnectée. Si, je suivi. Je ne sais pas si elle a un problème d'électricité. Je suis en ligne, je suis en ligne. Ok, super. Donc, Je suis en ligne. Oui. On reprend à la première diapo, c'est bon là? Oui, justement, l'eau est source de vie, mais aussi l'eau est source de maladie. C'est ce que j'étais en train de présenter. Oui. Donc, l'eau est source de vie. L'eau permet de satisfaire aux besoins vitaux de l'homme. L'eau est aussi source de maladie, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc, il véhicule des agents infectieux et qui est aussi source d'autres intermédiaires de maladies. Oui. Alors, comment mener ces activités qui sont essentielles pour le développement en minimisant le risque de maladie hydrique? Nous parlerons justement du cas de la schistosomiase ou bien qui est appelée aussi bilharziose, qui est l'agent causal. Et cette maladie est causée par un autre intermédiaire qui doit avoir une phase obligatoire dans le milieu aquatique. La schistosomiase, malheureusement, est un grave problème de santé publique en Afrique. 85% des personnes sont en risque et ces personnes sont en Afrique, au sud du Sahara. Comment se fait la transmission? Alors, nous voyons bien sur l'image que des personnes qui vont pour leurs besoins au niveau des points d'eau, donc l'eau est contaminée par les fesses et les urines. Et ces fesses et ces urines qui sont malheureusement, qui ne devaient pas être justement être faits dans ces milieux-là, nous constatons que les œufs qui sortent de ces fesses et de ces urines-là vont éclore pour donner des miracidiums. Ces miracidiums vont trouver l'hôte intermédiaire compatible. Donc, dans ce cas, nous voyons des Biophalaria peperi, qui est l'hôte intermédiaire de la bilharziose intestinale, et Bulinus truncatus ou globosus, qui est l'hôte intermédiaire de la bilharziose urinaire. Donc, ces miracidiums vont rentrer dans ces hôtes qui sont compatibles et produire à la fin des cercaires. Et ces cercaires vont malheureusement contaminer les personnes qui vont aller dans ces points d'eau pour diverses activités. On pense aux enfants qui y vont pour la baignade, les adultes qui y vont pour d'autres activités agricoles, activités piscicoles et autres activités. Alors, nous nous rendons compte que le milieu aquatique héberge à la fois les larves et les autres intermédiaires de maladies. Il existe 6 espèces de schistosomes qui infestent les hommes dans le monde, mais en Côte d'Ivoire, nous avons 2 espèces. Nous avons Schistosoma mansoni, qui donne la bilharziose intestinale, et Schistosoma hématobium, qui donne la bilharziose urinaire. Nous présentons ici un couple de schistosomes. Quant aux autres intermédiaires, nous avons Biophalaria peperi, Bulinus globosus et truncatus que nous venons de présenter tout à l'heure sur l'image précédente, et Bulinus foscalii qui est autre intermédiaire, c'est de schistosome, mais pas de schistosome humain. Bulinus foscalii transmet le schistosome au bétail. Nous nous rendons compte que ces autres intermédiaires font partie de la chaîne alimentaire de certaines espèces prédatrices. Alors, comment lutter contre la schistosomiase? Depuis très longtemps, la lutte contre la schistosomiase est axée sur la chimiothérapie préventive par l'utilisation du praziquantel, qui reste un médicament efficace. Cependant, on a constaté des réinfestations rapides. Donc, il faut penser à d'autres interventions. Nous pensons au wash, à l'eau, à l'assainissement, à la lutte molluscicide, donc la lutte contre les autres intermédiaires. Et la question que nous nous posons, est-ce que la lutte biologique ne pourrait pas être une alternative? C'est-à-dire la lutte biologique pourrait être une lutte complémentaire à la chimioprévention. Quel peut être le potentiel de la pisciculture dans la lutte contre ces maladies? Alors, nous savons qu'il y a des évidences historiques et expérimentales qui ont montré que
il y avait du potentiel et qu'il y avait des organismes aquatiques qui pouvaient aider dans la lutte contre les mollusques. Déjà depuis 1972, il y a eu des études à Madagascar qui ont montré l'étude du pouvoir malacophage de certains poissons. Gravert et ses collaborateurs, dans la publication intitulée Lutte biologique contre les mollusques, vecteurs de bilharziose, action prédatrice de Tilapia rendani et Saroteredon, ont montré qu'il y avait une trentaine d'espèces de poissons qui étaient susceptibles d'intervenir dans la lutte biologique contre les mollusques hôtes intermédiaires. Et ils ont fait une expérience au laboratoire qui a montré que Tilapia rendani était une espèce qui pouvait être potentielle parce que cette espèce-là s'attaquait aux œufs et aux jeunes Dionphalaria qui avaient moins de 10 mm de diamètre en laboratoire. Après les poissons, il y a eu d'autres études en 1999 qui ont montré l'impact des écrevisses. Donc, nous avons Gérald et ses collaborateurs qui ont travaillé sur Procambarus clarki au Kenya et qui ont montré que vraiment, cette espèce-là avait eu un impact sur la transmission de la bilharziose au Kenya. Jean-Pierre Poitier, quand lui, il a utilisé des gastéropodes, des mélanoïdes et Marisa. Ils ont fait donc des introductions dans des milieux restreints et aussi cela a donné des résultats satisfaisants. Plus récemment, en 2014, il y a Suzanne Sokolov et son équipe qui ont travaillé au Kenya. Cette fois, cette équipe a utilisé les crevettes. Donc, l'espèce Macrobrachium a été utilisée pour voir l'impact de cette espèce-là. Et il s'est trouvé qu'il y avait un impact positif au laboratoire et donc ils ont fait des introductions dans le milieu naturel pour voir l'impact de cette espèce-là dans le milieu. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons essayé de reproduire, puisqu'au laboratoire, il a été dit que l'espèce Macrobrachium pouvait être une espèce prédatrice de ces mollusques-là. Nous avons essayé de faire cette étude en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci en milieu naturel. Donc, la zone en rouge tout à fait montrait, dans la zone sud, nous avons une forte zone crevettière. Nous sommes allés donc dans ces zones-là pour voir s'il y avait une association entre les crevettes donc, du genre Macrobrachium que nous avons collecté, qui est présenté sur la photo ici. S'il y avait une association entre ces espèces-là et les mollusques hôtes intermédiaires, et si cette corrélation pouvait avoir un impact, si la corrélation pouvait avoir un impact sur la prévalence au niveau des populations humaines. Et donc, nous sommes donc arrivés à la conclusion qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent être utilisées comme espèces prédatrices de mollusques hôtes intermédiaires. Nous pensons aux crevettes, aux poissons qui ont un régime malacophage, mais il y a des contraintes. La contrainte, c'est que nous avons été confrontés à la difficulté à domestiquer les crevettes. Au Sénégal, l'expérience a montré qu'il était assez difficile de domestiquer les crevettes là. Et l'autre contrainte, c'était les poissons qui étaient carnassiers. C'est-à-dire que les poissons malacophages qui ont été identifiés, il se trouvait que quand ces poissons étaient introduits dans le milieu, ces poissons s'attaquaient à d'autres poissons, donc aux alevins, d'autres espèces. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce qu'il n'était pas possible de trouver d'autres espèces qui pouvaient être adaptées au milieu et qu'on pourrait utiliser comme espèces dans la lutte biologique? Nous avons pensé aux dipneus africains qu'on appelle le poisson poumon. Récemment, il y a une équipe qui est venue en Côte d'Ivoire pour travailler sur ce poisson. Heureusement, nous l'avons trouvé dans nos eaux. Alors, il se trouve que ce poisson se nourrit principalement de mollusques. Alors, nous nous posons la question, est-ce qu'il n'est pas possible d'intégrer cette espèce-là dans nos élevages et voir comment on pourrait l'utiliser dans la lutte biologique? Quel peut être le potentiel donc de la pisciculture, de la lutte contre la schistosomiase en Côte d'Ivoire? Alors, tout à l'heure, lorsque nous avons écouté notre collègue Koumi, elle a présenté l'évolution de la production aquacole en Côte d'Ivoire. Nous voyons qu'il y a une hausse. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que cette hausse-là peut aider dans la lutte? Et nous avons vu des espèces qui sont élevées, des espèces de tilapia qui sont élevées. La question que nous nous posons, est-ce que il y a eu des études qui ont montré que ces espèces-là avaient un régime malacophage? Et nous pensons que si c'est le cas, cela pourrait aider. Nous présentons ici
les cartes de prévalence de la schistosomiase en Côte d'Ivoire. Lorsque nous regardons, nous voyons que les prévalences vont de 50 à 100 dans la zone sud, quand on voit les zones qui sont un peu plus foncées. La zone ouest aussi, nous avons de très fortes prévalences. Alors, lorsque nous regardons les localités qui abritent les activités piscicoles, nous voyons aussi que les résultats sont intéressants. Nous nous rendons compte que dans ces zones, il y a de fortes activités piscicoles. Alors, lorsque nous superposons les deux cas, nous disons qu'il y a du potentiel. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a du potentiel. Si nous arrivons à trouver des espèces prédatrices de ces zones intermédiaires, nous pouvons donc encourager nos pisciculteurs et notre ministère à faire de la pisciculture une priorité pour que la pisciculture aujourd'hui puisse aider à ralentir, je vais dire, la progression de la maladie. Par contre, lorsque nous regardons au nord, nous voyons qu'il y a aussi de fortes prévalences, mais malheureusement, lorsque nous regardons la carte qui abrite les activités piscicoles, nous nous rendons compte qu'il y a très peu d'activités là-bas. Donc, c'est vraiment aussi encourager les décideurs à pouvoir revenir sur ces différents aspects-là et voir comment, dans ces zones, on crée peut-être des activités piscicoles. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire en perspective et en conclusion? Nous disons qu'il y a un fort potentiel de la pisciculture en Côte d'Ivoire. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver des espèces malacoupages non carnassières qui s'adaptent aux divers milieux propices aux hôtes intermédiaires. Il faut aussi améliorer notre compréhension sur les relations qui existent entre ces espèces et les mollusques. Donc, travailler sur le contenu stomacal, voir le régime alimentaire de ces espèces-là. Aussi, intéresser les populations locales aux activités aquacoles. Nous avons M. Milan avec nous. Donc, je crois que c'est l'occasion d'encourager ces collaborateurs à vraiment s'intéresser et aussi sensibiliser les populations locales à faire de cette activité une activité prioritaire. Merci pour votre compréhension. Merci beaucoup, Dr. Diakité, pour votre présentation. À présent, nous allons passer à la présentation du professeur Da Costa, qui va nous partager sa présentation. Et donc, je vais arrêter le partage. Professeur Da Costa. Professeur, vous pouvez allumer votre micro. Merci, professeur. Est-ce que vous pouvez nous faire le partage de votre diaporama? Oui, c'est en train de se faire. D'accord. Vous devez valider. Voilà. Vous pouvez aller sur le Zoom aussi. Voilà. Merci beaucoup, professeur. OK. Donc, merci, Dr. Koumi. Merci, chers collègues de l'Université de Sterling et d'Afrique du Sud. Et merci pour l'opportunité que nous offrez de faire un point global sur les questions liées au développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Relativement à ce qui m'a été demandé comme travail, nous avons naturellement fait une présentation qui sera en anglais, mais je la lirai en français. Et le thème retenu, adapté pour la circonstance, c'est le statut, l'état du germoplasme de poissons en Afrique et en Côte d'Ivoire. Donc, ce travail repose sur une étude, une publication que j'ai eu à faire dans le cadre du programme Fulbright aux États-Unis et qui reste d'actualité et dont la référence bibliographique est ici affichée. Donc, notre travail portera, après l'introduction, sur le statut du germoplasme de poissons africains de Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les réponses à la situation établie. Troisièmement, les stratégies utilisées en Côte d'Ivoire in situ et ex situ pour la conservation des ressources génétiques. Quatrièmement, l'importance de la cryoconservation pour la production aquacole et des pêches. Et naturellement, nous allons conclure notre travail avec les principales recommandations. Donc, en introduction, il est important de rappeler que l'observation faite par l'Union africaine
concernant le secteur de la pêche qui assure la sécurité alimentaire auprès de 200 millions de populations africaines consommant cet intrant et qui génère plus de 10 millions ou plus de 10 millions de personnes des revenus, c'est-à-dire les personnes engagées dans la production, le développement et la commercialisation. Par ailleurs, le poisson est devenu un produit d'exportation également en Afrique. Et malheureusement, les stocks naturels commencent à atteindre leurs limites, que ce soit dans les zones marines ou en eau continentale. Elles commencent à atteindre leurs limites, ce qui induit, par exemple, en Côte d'Ivoire, la conduite de programmes au niveau marin pour la reconstitution des stocks de poissons pélagiques capturés dans les eaux intérieures de Côte d'Ivoire, ou bien au niveau des retenues lacustres de Côte d'Ivoire, où des programmes de monitoring sont conduits afin d'évaluer l'intégrité biotique des ressources génétiques poissons utilisées par la pêche et l'aquaculture. Donc, cette introduction définit un peu l'enjeu de la question des ressources génétiques utilisées pour la pêche ou bien pour l'aquaculture. Retenons que la pêche et l'aquaculture restent liées, même si la pêche est une activité de cueillette, l'aquaculture, par ailleurs, vient périodiquement soutenir les activités de pêche en cas de réduction des stocks par ce qu'on appelle les activités de repeuplement des plans d'eau naturels, des retenues lacustres, ou en anglais, on parlera de fish restocking. Quel est l'état des lieux concernant les ressources génétiques en Afrique et en Côte d'Ivoire? J'utilise la mention Afrique et Côte d'Ivoire parce qu'on ne saurait les différencier, les situations restent presque similaires. Donc, nos ressources génétiques, du fait d'un ensemble d'activités anthropiques, c'est-à-dire de l'homme, sont soumis à un risque permanent de perte ou à une réduction génétique due à des croisements intraspécifiques plutôt, dans les populations d'élevage au niveau des fermes. Donc, ça pose déjà le problème de gestion des stocks d'élevage qui reste à renforcer au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce qui n'est, à l'exemple de ce qui est observé au niveau américain, européen ou bien même en Asie, c'est-à-dire avec des programmes génétiques d'appui pour le renforcement des stocks de poissons utilisés en aquaculture, en relation bien sûr avec le monde des fermiers, des aquaculteurs. Quelles sont les raisons de ce risque? Il y a plusieurs niveaux de raisons. La première, c'est la gestion inappropriée des systèmes d'élevage, des stocks d'élevage, et également, on parlera de pratiques non contrôlées de l'aquaculture dans les milieux naturels, c'est-à-dire lacs, etc., avec l'implantation de cages d'élevage de poissons exotiques qui ne sont pas forcément des souches acclimatées au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui viennent d'ailleurs, pour l'espèce Oreocomys niloticus, qui est l'espèce principale d'élevage. On a par exemple des souches qui viennent de Hollande, du Brésil, et dont le patrimoine génétique n'est pas forcément maîtrisé. Les études n'ont pas été conduites, ce qui reste à faire naturellement. Autre raison, c'est le changement climatique dont a parlé tout à l'heure le responsable des aquaculteurs de Côte d'Ivoire, et qui va engendrer par ailleurs quelques assèchements des plans d'eau naturels, le détournement du lit de certains fleuves aux rivières, de certaines rivières plutôt, qui sont
ou bien la disparition de certains étangs marigots qui sont des niches de biodiversité. Vous comprenez bien avec moi que relativement à d'autres enjeux qui ne sont pas pour l'instant autorisés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'utilisation d'OGM, ou bien pour les besoins d'amélioration génétique, toute source de ressources génétiques, poissons, est pour nous importante. Et la recherche ivoirienne a de plus en plus conscience de cela et travaille à préserver le maximum de ressources génétiques poissons au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a également d'autres activités telles que les activités anthropiques, la dégradation des forêts due à l'urbanisation, ou en Côte d'Ivoire liée aux exploitations agricoles. On était dans les 25 à 30 millions de kilomètres carrés de forêt, mais aujourd'hui, on est descendu à près de 3 millions. Vous comprenez bien que l'environnement forestier, qui est source de protection ou bien d'approvisionnement en eau des hydrosystèmes naturels et par la suite des étangs, est menacé du fait de cette dégradation des forêts. Et c'est un problème pour nous. Naturellement, le développement de l'agriculture, que ce soit au niveau vivrier, porte aussi atteinte à l'existence ou à l'intégrité biotique de nos plans d'eau. Donc, toutes ces choses-là posent le problème du contrôle en termes de biosécurité de toutes ces ressources qui devaient garantir la bonne conservation ou préservation de nos ressources génétiques. Naturellement, avec le développement, les pollutions hydrochimiques, les pollutions physiques de nos eaux, avec la construction de nombreux barrages, à l'exemple, sur deux de nos grands fleuves, le fleuve Bandama en l'occurrence, deux barrages ont été construits. Il y a un troisième qui est en construction au niveau de Saint-Grobo, sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, et un quatrième est prévu en aval de la ville de Tia-Salé. Ça fera 4 barrages qui viendront déréguler le cours de ce fleuve et ça pose véritablement un problème pour la conservation de nos ressources génétiques si des mesures adaptées ne sont pas prises. Par ailleurs, on observe dans nos plans d'eau qui sont au besoin ou qui devraient au besoin être source de collecte de populations naturelles, de spécimens naturels des espèces élevées, on assiste à une surexploitation. Je l'avais indiqué plus haut, des stocks exploités par la pêche artisanale. Et ça entraîne des cas de disparition de ressources génétiques. Par exemple, il y a l'espèce Cytarinus eburnensis qui était pêchée dans les années 70 au niveau du lac de barrage de Kossou, qu'on n'observe plus dans les pêches. Dieu merci, dans les bassins côtiers de Côte d'Ivoire, nous réussissons à trouver quelques poches où existe cette espèce-là. Donc, il reste à travailler pour le repeuplement à des fins de restocking du Bandama pour que la pêche puisse se développer et également fournir cette ressource additionnelle là pour le développement de l'aquaculture. L'agriculture est un bien-être pour la Côte d'Ivoire puisque nous sommes premiers producteurs à différents niveaux, mais ça pose aussi un problème de santé des eaux. Au niveau des produits phytosanitaires ou des engrais utilisés pour l'emblavement des plantations agro-industrielles qui se retrouvent dans l'eau et qui finissent par polluer cette eau et naturellement les organismes qui y vivent, y compris les poissons. Et cela entraîne des cas de mortalité importants, comme observé au niveau de la lagune Ébrié, du côté de Dabou, je pense que c'est dans les années 2016, si ma mémoire est bonne. Donc, quel est le constat relativement à l'état de notre germoplasme de poisson? La faune ichthyologique de Côte d'Ivoire a été bien décrite. On a environ 95 espèces d'eau douce dont la liste faunistique et les
caractéristiques systématiques sont bien décrites dans l'ouvrage de Poggi et al. Sur les poissons d'eau douce et somates de l'Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est soumise à d'importantes activités de pêche illégale, illicite et illégale, et qui, naturellement, pose un problème pour les stocks d'espèces de poissons marins et qui entraîne la chute des productions. OK? Ensuite, relativement aux espèces utilisées en aquaculture, au niveau du point 5, il y a eu une petite erreur. Retenez que nous avons près de 6 espèces qui sont utilisées en aquaculture et environ 4 espèces qui font l'objet d'études pour leur introduction en aquaculture. Donc, la Côte d'Ivoire travaille à utiliser ces ressources génétiques-là pour accroître le nombre d'espèces élevées en vue de diversifier les activités d'élevage des aquaculteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'espèce principale d'élevage, c'est Oreocomys niloticus. Il y a une deuxième espèce qui est utilisée pour l'élevage en eau somate, c'est-à-dire le poisson-chat Chrysictis nigrodigitatus, mais dont l'élevage a de moindre importance. Quel autre constat? C'est que nous avons connu la guerre comme dans d'autres contrées du monde, ce qui a entraîné la destruction de ressources génétiques, par exemple au niveau de la station de recherche piscicole du CNRA à Boaké, où nous avons perdu des stocks de poissons de capitaine, par exemple, de claridés acclimatés depuis plus d'une trentaine d'années. Vous comprenez bien que c'est une grosse perte génétique, parce qu'il va falloir reprendre tout ce travail, nous l'avons repris, et ce qui devrait nous aider à pouvoir utiliser ces poissons en élevage. Autre situation, c'est les contraintes liées à la préservation de ces ressources génétiques. La recherche environnementale dispose de peu de moyens. L'État, avec ses contraintes de développement, n'a plus la même capacité de financer la recherche auparavant. Et naturellement, il en résulte que les activités de monitoring au niveau des plans naturels pour la protection et la préservation de nos ressources génétiques est limitée. Et pour nous, c'est un gros problème. Qu'est-ce qui résulte de cette situation? C'est que globalement, au niveau africain, on a près de 2000 espèces de poissons d'eau douce qui sont menacées, dont 296 sont indiquées pour le lac Victoria. De ce constat, la question inévitable qui ressort est la suivante. Quelle stratégie mettre en œuvre pour assurer la conservation de ces ressources génétiques? Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous tenons compte d'un ensemble de résolutions au niveau africain d'importance et au niveau international. Par exemple, il y a la réunion des experts de la FAO qui s'est tenue à Rome en 80, 81 et 92, celle de l'ICLARM, c'est World Fish Center aujourd'hui, et de la FAO en 95, du Symposium international de Vancouver en 98, et qui ont conduit, pour ce qui concerne la dernière rencontre, au besoin d'établir pour les pays américains, européens et asiatiques des stratégies appropriées pour la conservation in situ et ex situ des poissons en vue de préservation et utilisation pour l'aquaculture. Donc, relativement à ces considérations africaines et internationales et aux enjeux que je vous ai cités basés sur le constat fait tout à l'heure, naturellement, au niveau de la Côte d'Ivoire, notre préoccupation au niveau de la recherche nationale du développement des pêches et de l'aquaculture, c'est le développement de stratégies appropriées pour la conservation in situ et de poissons de pêche et exploiter en aquaculture et surtout préserver les collections de matériel génétique poisson
qui seront utiles pour les différentes études d'amélioration génétique à faire pour répondre aux besoins des aquaculteurs, dont certains sont confrontés à la mauvaise croissance des poissons, ce qui a amené l'État, par ailleurs, à importer, à introduire de nouvelles espèces de tilapia reconnues en Côte d'Ivoire pour leur élevage. Et je citais tantôt les espèces exotiques venant de Hollande, du Brésil, ou bien même du Ghana, à Kosombo. OK? Donc, les introductions de poissons. On en a reçu un poisson gift, mais mis au point au niveau du Ghana, et qui s'appelle la souche Akosombo de Eurocomine niloticus, qui a été introduite en Côte d'Ivoire au fin d'études comparatives avec nos souches locales qui font l'objet actuellement d'amélioration génétique. Ensuite, au niveau de nos stations de recherche, du Centre national de recherche agronomique et du CRO, des collections de nos ressources génétiques, des collections vivantes sont conservées à des fins de recherche et d'appui à l'aquaculture. Et naturellement, au niveau du CNRA, nous avons ce qu'on appelle un programme d'amélioration génétique qui travaille à améliorer les potentialités aquacoles du point de vue génétique de nos poissons, de nos espèces locales de poissons utilisées en aquaculture, ou bien même celles qui sont candidates. Et naturellement, il y a un volet important qui a été mis en place depuis ces dernières années, dont les recherches démarrent véritablement, c'est la cryoconservation des ressources génétiques de poissons exploités par la pêche ou l'aquaculture. Donc, nous avons au niveau du CNRA un laboratoire d'ichtyologie et de conservation des ressources génétiques qui travaille à ce niveau. Il faut rappeler que tout ce qui concerne les OGM n'est pas autorisé en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous travaillons essentiellement sur l'amélioration génétique de nos poissons. Pour ce qui relève de la cryoconservation, pour ceux qui ne sont pas du domaine, la cryoconservation des gènes qui vont se retrouver par la suite dans des banques de gènes relève d'un processus de congélation et de stockage des gènes de poissons, ça peut être du sperme, des ovules, des embryons, dans l'azote liquide à basse température pour une utilisation durable qui va au-delà de 100 ans. Donc, en Afrique, très peu d'expériences en la matière ont été observées. Je pense que c'est l'Afrique du Sud qui a une utilisation plus importante de cette technique de conservation des gènes par cryoconservation et qui seront utilisés ensuite pour l'appui à l'aquaculture. Et quelques cas d'exemple d'utilisation des travaux faits en Afrique du Sud sont cités. Et vous verrez que la Côte d'Ivoire a quand même connu dans les années 90 quelques études, mais ce n'est pas allé loin. Donc, c'est pour ça que nous reprenons ce travail aujourd'hui. Et naturellement, le Nigeria, au niveau de l'université d'Ibadan, où quelques travaux sur la cryoconservation de fingerlings, de Claria gariepinus ont été réalisés. Donc, concernant l'orientation cryoconservation qui devrait être la base, qui va constituer la base d'un programme de conservation des ressources génétiques de poissons de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été fait comme action? Donc, au niveau de nos universités, précisément au niveau de l'université d'Anguin-Bourgois, il est ouvert et réalisé un cours sur les banques de gènes avec un accent sur la cryoconservation des gènes de poissons. Et ce cours-là a permis de former des étudiants qui sont reçus aujourd'hui au niveau du Centre national de recherche agronomique pour une formation doctorale. Nous avons reçu 3 premiers étudiants pour une formation doctorale en matière de cryoconservation. Donc, nous sommes au stade de formation de nos ressources humaines à la matière et je pense que d'ici les 5 ans, on aura un dispositif prêt avec l'aide des partenaires, des universités scientifiques étrangères qui pourront bien coopérer avec la Côte d'Ivoire.
Et ce qui est intéressant, c'est que la Banque mondiale a une oreille attentive à ce travail qui est en cours de réalisation. Et nous avons un grand projet Banque mondiale dont l'étude de faisabilité pour la construction de nouveaux laboratoires, dont ceux de cryoconservation, en cours en ce moment et qui permettront à la Côte d'Ivoire d'avoir un dispositif un laboratoire moderne aux dimensions internationales pour la cryoconservation des jeunes de poissons. Donc, voilà quelques travaux qui sont faits sous ma supervision au niveau de l'Université d'Anguille à Brogo avec des étudiants qui sont formés à la cryoconservation. Et au niveau du Centre national de recherche agronomique, le CNRA à Boaké, et dont les premières études portent sur l'Abéocoubi, qui est une espèce candidate à l'aquaculture, et sur Oreocombi nilocutus, qui est l'espèce principale d'élevage. En quoi est-ce important la cryoconservation pour l'aquaculture et la pêche? C'est un outil important, comme je l'avais indiqué plus haut, pour la conservation et la gestion des gènes de poissons utilisés en aquaculture. Contrairement à la situation actuelle où des crises qui interviennent peuvent interrompre ou bien détruire des stocks, avec des cryobanques délocalisées, il y a l'assurance de préserver durablement nos ressources aquatiques, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Ensuite, la cryoconservation assure une disponibilité durable et stable de sperme pour les écloseries, pour les aquaculteurs et naturellement pour les programmes de recherche. Et naturellement, le fait de conserver durablement nos ressources permettra de réduire les pertes génétiques que nous avons citées plus haut du fait du changement climatique, du fait des guerres, des crises, etc., du fait des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Et naturellement, c'est un support important pour le développement de l'aquaculture. Et pourquoi le CNRA a donné accès à cette activité, c'est que le sperme cryoconservé permet, en fonction du taux optimal de dilution par espèce, d'avoir des volumes plus importants de sperme qui assurent une bonne fécondation artificielle des œufs, avec pour résultat un meilleur taux de survie et de production. Donc, c'est un outil pour la production de masse des alevins à des fins de production aquacole. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes confrontés à un déficit de production d'alevins. Les besoins tournent autour de 6 à 7 millions d'alevins par an et la production d'alevins au niveau national reste autour au moins de 1 million d'alevins produits par an pour les aquaculteurs. C'est un véritable problème auquel s'attaque l'État aujourd'hui à travers le projet de stratégie de relance de l'aquaculture, le projet PESTACI, auquel prend part l'aquaculture et pour lequel la question d'amélioration génétique et de cryoconservation des ressources génétiques est prise en compte. Naturellement, je l'avais cité plus haut, la production de masse d'alevins grâce à l'outil de cryoconservation nous permettra de faire des repeuplements de nos eaux et ou d'autres organismes, que ce soit les crevettes, etc., qui viendront à disparaître du fait de la construction de nombreux barrages sur nos plans d'eau, Bandama, le fleuve Sassandra, etc. Donc, au fur et à mesure que les barrages sont construits, l'aire de distribution de ces crevettes-là tend à reculer vers la mer, ce qui est un problème parce que les économies de pêche disparaissent. Mais l'autre avantage, c'est que nous avons eu quelques ressources de crevettes piégées dans des lacs de barrage tels que Taabo, le lac de barrage de Fayé, sur le fleuve San Pedro, qui ont piégé les populations de crevettes en milieu d'eau douce. Pardon, Professor, could we, 2 minutes? Sorry, could you wrap up in 2 minutes? Next 2 minutes, we have pressed for time. Pardon. Ok, donc je finis. Donc, au niveau de la conclusion, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bénéfices
de ces techniques de cryoconservation qui vont aider à la réduction des pertes de ressources génétiques, ont fait prendre conscience au débat, c'est-à-dire le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, que la cryoconservation et la conservation des jeunes de poissons est une nécessité. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxièmement, il faut retenir le besoin d'intégrer désormais ce dispositif-là au niveau des productions aquacoles, tant en eau douce qu'en eau saumâtre, au niveau de la Côte d'Ivoire, voire en eau marine. Donc, c'est clair que sans ces considérations, une gestion durable de nos ressources génétiques sera compromise. Donc, je voudrais vous remercier pour votre attention, votre patience, monsieur le modérateur, et j'espère avoir été constructif pour les échanges qui auront lieu tout à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup, le professeur Dacosta. Merci pour votre présentation qui nous a donné un point d'honneur sur la génétique en Côte d'Ivoire. Maintenant, professeur, nous allons vous demander d'arrêter le partage d'écran. Voilà. Ici, super. Je vais repartager mon écran et nous allons passer à la présentation du ministère qui sera faite par le docteur Monsieur Guépier Stéphane, qui est le collaborateur direct du directeur de l'aquaculture au ministère des Ressources animales et halieutiques. Monsieur Guépier, vous avez la parole. Ok, merci Dr Kumi. Bonjour, chers amis panélistes. Et ce matin, pour le compte du ministère des Ressources animales et halieutiques, précisément la direction de l'aquaculture, je vais parler un peu des solutions et stratégies proposées pour lever un peu les contraintes liées au changement climatique. Nous aurons 5 points à développer, notamment l'impact des changements climatiques sur les ressources en Côte d'Ivoire, les défis d'intégration de cette thématique en pêche et aquaculture, la stratégie nationale des changements climatiques et la stratégie au niveau du MIRA pour lever les contraintes relatives au changement climatique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, et on finira par une conclusion. Nous pouvons dire dans un premier temps que le changement climatique affecte le secteur des ressources en eau et la biodiversité, touchant ici directement l'aquaculture qui en est tributaire. Au niveau des impacts des changements climatiques sur les ressources en Côte d'Ivoire, nous notons 3 impacts majeurs que nous allons soulever. Une baisse de la disponibilité au niveau des eaux de surface, notamment nos fleuves, une baisse au niveau des nappes phréatiques, ressources en eau souterraines. De ce fait, nous voyons que les changements climatiques, par leur effet sur la température et la pluviométrie, contribuent à rendre vulnérables nos ressources en eau, bien qu'il y ait des stratégies de gestion intégrée, des outils en termes de gestion intégrée des ressources en eau. Au niveau toujours des impacts, nous savons aussi que les changements climatiques affectent les ressources de la biodiversité, affectent aussi notre écosystème d'une manière générale, notamment l'écosystème d'eau douce, les zones humides et autres. En termes de défis d'intégration du changement climatique dans la planification des actions de la pêche et de l'aquaculture, nous pouvons dire que jusqu'à récemment, peu de documents nationaux en termes de planification, aussi bien dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture que ceux du ministère de l'Environnement, intégraient peu les notions de changement climatique à celles de l'aquaculture et de la pêche et vice-versa. Et lorsqu'on parcourt un peu, nous analysons un peu cette situation, nous relevons 3 grandes catégories de contraintes qui peuvent signifier cette manière de voir. Parmi ces contraintes, nous notons les contraintes institutionnelles techniques en termes de ressources humaines maîtrisant le changement climatique, le manque de coordination des institutions et la gestion que je pourrais appeler confidentielle ou rétention d'informations à certains niveaux de certaines structures.
Nous avons aussi des contraintes réglementaires et législatives, notamment la faible prise en compte de la dimension du changement climatique elle-même dans nos textes réglementaires, la faible prise en compte de la dimension changement climatique dans les textes législatifs. Nous pouvons dire par exemple par là que jusque-là, au niveau de la pêche et à l'aquaculture, jusqu'en 2016, la loi qui régissait était la loi de 96, la loi de 1986, autant pour moi. Et cette loi de 1986 ne mentionnait pas de manière claire des dispositions qui prenaient en compte la dimension changement climatique au niveau de la pêche. Et fort heureusement que la nouvelle loi de 2016 pose des bases qui peuvent amener le changement, qui nous donne des orientations pour qu'on puisse prendre des orientations en ce sens. Nous notons aussi des contraintes financières, notamment absence de fonds national au niveau du secteur de la pêche et l'aquaculture dédiés spécifiquement au changement climatique. Et aussi une méconnaissance des mécanismes d'accès aux fonds internationaux sur le climat, dont les fonds pour l'environnement immédiat qui ont des donations, mais il faut pouvoir les capter. Donc, il y a cette aussi insuffisance, cette méconnaissance des mécanismes. Donc, voici plus ou moins les trois contraintes. Au niveau de la stratégie nationale des changements climatiques, nous pouvons dire que la vision actuelle est la mise en place à l'horizon 2030 d'un cadre de développement socio-économique durable qui intègre les défis des changements climatiques dans tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Et cette stratégie nationale du changement climatique est pilotée par le ministère en charge de l'environnement et du développement durable, notamment à sa direction de la lutte contre les changements climatiques, nous donne des orientations. Dans ce document de stratégie nationale du changement climatique, nous voyons par exemple qu'en H1, nous avons des orientations qui nous donnent de promouvoir l'intégration des changements climatiques dans les politiques et stratégies sectorielles, notamment dans la planification du développement et le renforcement du cadre institutionnel. Et partant de cela, l'aquaculture n'est pas en reste. Nous pensons qu'en termes d'objectifs, et de ce tas stratégique, l'objectif, par exemple, nous dit qu'il faut mettre en place un cadre institutionnel et juridique pour juguler les effets du changement climatique et des catastrophes, et aussi intégrer en objectif 2 les changements climatiques dans la planification des activités, de la planification des politiques sectorielles, notamment la pêche et l'aquaculture. Au niveau du MIRA, le nouveau document de politique ONADEPA, qui est le document de politique nationale de développement de l'aquaculture, de l'élevage et de la pêche, nous permet de prendre en compte certaines dimensions du changement climatique, comment pouvoir les mitiger. Ainsi, au niveau du développement de l'aquaculture, 5 réformes ont été développées, dont notamment un observatoire de veille environnementale, de gestion des espèces aquacoles et des changements climatiques, qui est prévu dans le nouveau document de politique. Ainsi, la mise en place de cet observatoire permettra une meilleure cohérence dans la gestion de l'eau pour la pisciculture et aussi pouvoir lutter efficacement contre les changements climatiques et les pollutions. Dans ce même document de politique, il est prévu au niveau de la pêche, l'élaboration et la mise en œuvre de plans d'atténuation, de préservation et de résilience aux impacts du fait du changement climatique. En conclusion, nous pouvons dire que le changement climatique pose des défis environnementaux et socio-économiques complexes, car de nos jours, il faut savoir que le changement climatique affecte tous les secteurs et l'aquaculture n'est pas en reste. Donc, pour plus de cohérence dans les actions, il faut qu'on puisse prendre en compte la dimension changement climatique dans la planification de nos activités. Et maintenant, à ce jour, les instruments de politique, de stratégie dont dispose aussi bien le ministère des Ressources animales et halieutiques nous donnent des orientations, nous donnent des directives qui vont essayer de pouvoir trouver des solutions pour juguler cela. Donc, nous pouvons dire, à l'instar des autres activités agricoles et socio-économiques, la pêche et l'aquaculture sont impactées par ces changements environnementaux. Et donc, il faudra en tenir compte
pour les paramétrer désormais dans la formulation des projets et programmes. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Guépier Stéphane pour sa présentation sur les stratégies mises en place par le ministère. Actuellement, nous donnons la parole à M. Milan Augustin, notre pisciculteur modèle, pour nous dire un peu ce qu'il pense de tout ce qui a été développé dans ce panel. M. Milan, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Guépier. Bien sûr, les maladies qui pouvaient subvenir dans le milieu, nous utilisons pour faire notre métier. Alors, j'ai bien écouté tous les panélistes expliquer chacun dans son ce à quoi il était confronté, ce qu'il pouvait faire. Nous concernant les psychologues. Mais je viens de bien comprendre le niveau du ministère et ça me conforte dans ma prise de position qui dit qu'il n'y a pas réellement d'impact direct pour nous les psychologues au niveau du schéma climatique, vu que c'est des lois qui sont adoptées depuis les années passées et qui sont beaucoup figées sur la pêche. L'aquaculture ne fait pas trop partie, je ne pas trop de l'aquaculture. Donc, nous pouvons aussi apporter une contribution. Aussi dit qu'au niveau de la recherche, nous avons vu plusieurs espèces de poissons qui sont élevées dans nos eaux. J'ai pu noter près de 95 espèces de poissons, d'autres 12 qui sont élevées dans nos eaux qui sont prévues. Et certaines espèces peuvent contribuer à la lutte contre les maladies qui consomment les mollusques. Et nous serons très, très, très heureux de pouvoir contribuer à ce problème-là, ce problème-là. Donc, nous mettre à disposition, nous faire connaître, nous sensibiliser pour qu'on puisse l'utiliser dans nos eaux et pour pouvoir participer à ce. Et aussi, au niveau du ministère, nous avons remarqué qu'il y a un manque ou une arrêté d'action en association avec les pisciculteurs pour donner leur avis, leur vision de la chose, comment est-ce qu'on peut participer, prendre part à ces différentes actions que le ministère essaie de mettre en place qui pourraient nous aider aussi de se sentir acteurs dans cette idée. Donc, nous pouvons demander et proposer que pour le changement climatique, comme je l'ai dit dans ma présentation passée, de nous fournir des éléments, mais aussi d'assistance. Que quand nous sommes victimes de la catastrophe, nous pouvons vraiment avoir un moyen de soutien qui va nous encourager à continuer l'activité. Et pour cela, nous, en tant que pisciculteurs, sommes organisés en société coopérative, sur le territoire du territoire, ce qui fait de nous des interlocuteurs proches et disponibles pour ce programme qui peut être pour nous, les pisciculteurs, dans le but de nous accompagner. Donc, je peux remercier ce parcours, le grand docteur parcours, M. Stéphane, d'avoir expliqué, d'avoir dit qu'il est prévu dans la nouvelle politique nationale pour le débat, de nous prendre en compte. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Il y a une promotion de l'aquaculture qui est beaucoup mise en effet ces dernières années. Et nous souhaitons vraiment prendre part à ces actions qui sont menées par le ministère, par les partenaires techniques. Voilà un peu ce que je peux dire et vraiment souhaiter que nous soyons tous ensemble, une même coordination pour des informations que des actions et des prévisions que nous puissions vraiment être positifs en termes de réunion analytique. Voilà. Merci beaucoup, M. Milan, pour votre intervention et votre synthèse. À présent, nous passons à la section questions et commentaires. Monsieur Ruth, je vais arrêter le partage d'écran au cas où vous avez noté des questions dans le chat ou bien s'il y a des intervenants qui veulent prendre la parole pour échanger avec les différents panélistes. Yes, merci.
Merci, Doctor. Thank you, everyone, for joining us. I'm not sure if the Zoom call will kick us off in the next few minutes, but if there are any questions or comments that you cannot ask in this point, you can send them to the session link, I believe, on the website, or contact one of our esteemed panelists directly from their LinkedIn profiles or other social media. And thank you very much for joining us, and I'll leave it open to questions for now. Professeur Dacosta, vous êtes là? Professeur Dacosta, vous m'entendez? Docteur Diakité, vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Si j'ai bien compris, nous allons passer à la conclusion du panel. Il n'y a pas de questions? Alors, j'ai juste vu que Fiona